Bonjour tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. On fait ça tous les mardis, tous les jeudis encore pour plusieurs semaines. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste, animateur également à Week-end 99.5 à Montréal, 91.9 à Québec. Très content aussi d'être l'animateur des webinaires Jeunes Explos. Donc en gros, là, faire ça pas trop long parce que je veux laisser vraiment le temps à notre experte aujourd'hui, mais Jeunes Explos, un organisme qui offre des stages d'un jour à des étudiants, également qui propose des activités, qui donne des informations, qui aident les jeunes finalement à s'orienter dans des choix de carrière, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose, on s'entend. Et c'est justement ça le but de cette semaine. On parle des technologies et de l'informatique. Et merci beaucoup à notre partenaire qui est Mon Avenir TI. C'est grâce à nos partenaires qu'on peut notamment faire ces lives-ci, comme on dit en bon français. Et grâce à nos experts, nos expertes aussi, comme Amélie Boudreau, qui est développeuse logicielle. Salut Amélie, comment tu vas? Allô, ça va très bien. J'espère que tout le monde qui nous écoute aussi va bien. Et moi, ça va bien aussi quand je vois qu'on a une experte aussi quand même de taille comme toi aujourd'hui qui va nous parler, répondre à nos questions. Puis si on en a, si les jeunes ou les moins jeunes vous en avez, écrivez-le en commentaire en dessous du live Facebook. Puis Amélie va se faire un grand plaisir d'y répondre et moi, je lui ferai le relais. Amélie, je commence toujours de la même manière avec la même question parce que les réponses se ressemblent mais sont toujours quand même différentes. Je veux savoir pourquoi toi, c'était important de participer aujourd'hui à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Euh, pour moi, de participer à un live comme ça, j'espère aider des jeunes à ne pas se retrouver dans la situation où j'étais à leur âge. C'est-à-dire qu'au secondaire, je me mettais beaucoup de pression sur choisir le métier pour toute ma vie. J'avais le goût de faire plein de choses, j'étais pas capable de choisir. Puis à chaque fois que je tombais sur quelque chose, je me disais, si je t'en ai dans 5 ans, je fais quoi? Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment créé beaucoup de stress, puis qui m'a mis beaucoup de pression à ne pas me tromper. Fait que j'ai d'enlever la pression de choisir pour la vie. Le domaine de l'informatique puis des technologies, pour moi, est un bon choix pour ça. Mais aussi de peut-être de faire prendre conscience que l'image de la réussite, ça change beaucoup. Tu sais, quand on est jeune, on se dit, ah, quelqu'un qui réussit, c'est ça, c'est une grosse job ou c'est ci. Puis au final, plus on vieillit, plus on travaille, plus on voit, puis ça change selon les besoins de chaque personne. Puis je pense qu'il faut se laisser aller là-dedans. Puis ben, normaliser de se tromper, là, un peu de dire, t'étudies dans 2 ans dans quelque chose, ça fait pas, c'est pas grave, tu sais, puis de continuer quand même, puis de trouver quelque chose qui finit par nous plaire, puis qu'on se sent sur notre X. Je trouve ça intéressant comment tu parles justement de la réussite, que c'est plus la même chose qu'auparavant. Toi, ça fait combien de temps que tu es développeuse? Environ combien d'années? Ça fait à peu près 5 ans que vraiment je travaille dans le domaine, mais tu sais, j'ai découvert le domaine au début de mes études, fait que ça fait peut-être 6 ans que je suis au courant que la technologie, pour moi, c'est un domaine qui est intéressant. Je me rappelle qu'au secondaire, ma mère me disait de m'en aller en informatique, que c'était l'avenir. Puis moi, je m'imaginais dans mon sous-sol, toute seule, à parler à personne. Puis je me disais, c'est impossible, tu sais. J'animais des galas, je faisais du cheerleading, j'étais allée aux Ouais. championnats mondiaux. Pour moi, ma vie était centrée sur plein d'autres choses que la technologie. Et au final, j'y trouve vraiment mon compte. Mais justement, c'est intéressant parce que des fois, on a peut-être ce mythe-là que quand on travaille en informatique, en technologie, on est dans soit un laboratoire, peu importe un bureau, puis on fait, mais toi, tu es vraiment une femme active, tu as parlé de cheerleading, tout ça, tu as besoin de bouger, puis tu trouves ton compte aussi là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, Amélie, parce que développeuse, logiciel, technologie, on a une vague idée, c'est quoi? On pense savoir, puis des fois, tu sais, Google donne une définition qui est théorique, je dis ça souvent, là, mais toi, ta définition de ton métier dans tes propres mots, c'est quoi ta job? Pour moi, mon travail, c'est vraiment de concevoir des logiciels pour tout le monde. C'est-à-dire que il y en a qui vont utiliser, tu sais, on connaît très bien TikTok, Facebook, mais il y a aussi des applications qui sont propres à des entreprises pour gérer, par exemple, la transition de colis, pour gérer, tu sais, il peut y avoir vraiment toutes sortes de logiciels dans le médical, dans l'alimentaire. Fait que pour nous, c'est d'être capable de concevoir ces applications-là pour qu'elles soient évolutives puis qu'elle remplisse bien les besoins. Fait que oui, il y a le côté très programmation où je vais être devant mon écran, puis je vais vraiment écrire mes lignes de code pour faire fonctionner mon logiciel. Mais il y a aussi toute la partie humaine où on va échanger avec le client, on va bien comprendre son besoin, on va essayer des choses, montrer est-ce que c'est ça qui fait. Fait que pour moi, c'est vraiment les deux parties, la partie très humaine, très collaborative, très empathique envers le client où on travaille pour lui. Puis la partie très que j'aime appeler focus, que je suis vraiment
vers un but, puis que j'écris du code, puis je dis souvent que je suis payée à faire des casse-têtes, là, c'est de résoudre des problèmes complexes, d'avoir quand même du plaisir là-dedans, là. Tu es développeuse en logiciel, puis c'est une très bonne métaphore de tu règles des casse-têtes, ça c'est bien imagé, mais ce genre de problème-là aussi, les défis que tu fais face, est-ce que tu peux nous en parler? Par exemple, un défi ou un problème, entre guillemets, que tu dois gérer au quotidien en étant développeuse? Oui, c'est intéressant. Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps les défis plus techniques. Donc, tu sais, par exemple, un client va arriver avec une application déjà qui fonctionne, qui va servir, par exemple, à vendre des billets. Puis, ils veulent tout d'un coup vendre des billets, mais ils veulent pouvoir changer le prix, ils veulent pouvoir ajouter des photos dans la vente de billets, ils veulent pouvoir personnaliser le billet, puis que le client puisse mettre des images dessus. Donc, à ce moment-là, on va vraiment s'installer, on va regarder le code, qu'est-ce qui existe, puis on va essayer de trouver la meilleure solution selon ce qui est là. Fait que c'est beaucoup de compromis aussi, c'est beaucoup, tu sais, on dirait que j'ai pas d'idée concrète de quand parce que ça arrive tous les jours de toutes Mhm. sortes de manières. Des fois, ça peut être des contraintes budgétaires aussi. Souvent, c'est moins les développeurs qui vont faire affaire à ça. On pourra en parler plus tard, mais c'est le milieu de start-up, là, fait que de petites entreprises qui fait que des fois, je peux être collée à ces difficultés-là. Quand on parle de technologie, puis tu parles de difficultés à surmonter, on s'entend, on n'est plus à l'ère nécessairement du bois des cavernes, puis à faire un feu avec deux cailloux, tu sais, vous êtes vraiment à la fine pointe de la techno. Je me demande les outils dont tu te sers au quotidien, parce que, bon, j'imagine papier, crayon, ordinateur, mais ça, c'est rendu commun. Mais dans ton emploi en développeuse en logiciel, tu te sers de quels outils, là, généralement, de façon régulière? Bien sûr, je peux bien vous montrer. Oui. J'ai préparé quelques screenshots, c'est rien de bien gros, mais on a des outils qu'on utilise vraiment pour la collaboration. Fait qu'il y a le côté Slack, justement. Il y a Discord aussi qui est utilisé beaucoup par les gamers pour échanger pendant qu'ils jouent et tout ça. Ben, nous, on s'en sert pour échanger pendant qu'on va faire du code et tout ça au quotidien, puis vraiment être tout le temps en train de travailler en équipe. Puis Slack est un outil où on va écrire des messages autant plus techniques. Fait que, tu sais, on peut se copier du code, on peut se donner des informations très techniques, mais on a aussi le côté un peu plus fun, un peu plus, tu sais, là, on a un channel qui s'appelle les Pets of Nexa. Fait que chacun va venir montrer des photos de ses animaux. Ça aide à ce que l'équipe se connaisse un peu plus. Mais sinon, au quotidien, pour, mettons, tout ce qui est code et tout ça, on voit souvent le fameux écran noir avec l'écriture blanche dans les films et tout ça. C'est sûr que on peut coder là-dedans, mais ce qu'on utilise souvent, c'est des environnements intégrés, donc qui ont vraiment un peu le Word du code. Fait que, tu sais, quand on écrit un texte, on peut le faire de toutes les manières possibles, mais souvent dans Word, c'est plus facile parce qu'on a de la mise en page, on a de la correction, on va avoir les petites lignes rouges, ah, j'ai oublié un point ici et tout ça. Ben, nous, c'est exactement la même chose au niveau du code. Fait que selon les langages qu'on va utiliser, parce qu'il y a des langages de programmation, il y en a probablement des milliers, là. Tu sais, c'est sans fin, il s'en crée tous les jours encore. Mais selon les langages qu'on utilise, on va avoir des environnements qui vont nous permettre de voir rapidement nos erreurs. On voit qu'il y a un petit peu de couleur. Ça nous permet de visualiser plus facilement au lieu de voir juste tout le temps du noir sur blanc, là. Fait que c'est pas mal les outils qu'on utilise. On parle de codage. Moi, je me demande, encore une fois, un terme qu'on entend beaucoup et de plus en plus, tu sais, parce que la technologie évolue. Toi, tu n'as pas le choix. Je me prends de tutoyer, excuse-moi, je pense qu'on Oui, est quand c'est même du parfait. même âge. Je ne veux pas te faire sentir vieille inutilement alors que c'est pas le cas. Mais en termes de codage, c'est quoi, grosso modo, du codage, tu sais, en quelques lignes à peine, ça consiste en quoi? En fait, le code, c'est de vouloir obtenir un rendu avec un certain langage. Fait que, tu sais, on parle, mettons, si on regarde une page web statique, ben, derrière ça, on a du code qui va avoir ce qu'on va appeler des tags, donc qui va identifier, bon, mais ce titre-là, je le veux rose, ce texte-là, je veux qu'il soit en gras. Donc, tout ça, tout ce qu'on voit puis qui est esthétiquement beau à l'œil nu, que vraiment, on va regarder sur notre ordinateur, on va dire, ah, je clique ici, c'est clair, le bouton est là et tout ça, au final, il y a un langage de programmation derrière. Puis si on recule d'un step, tu sais, c'est que dans l'ordinateur, tout est en zéro puis en un. Donc là, on ajoute des couches à chaque fois pour que ce soit de plus en plus simple à comprendre pour un programmeur, pour développer quelque chose, que ce soit maintenant. Parce qu'on parle beaucoup de créer des choses dans le développement logiciel, mais tu sais, 80% de mon travail, c'est améliorer ce qui existe déjà.
Fait qu'il faut qu'on soit capable de se comprendre entre nous, puis il faut qu'on soit capable de lire ce que la personne a codé peut-être 5 ans auparavant, puis elle est plus là pour nous l'expliquer. Fait que c'est surtout ces enjeux-là qu'on a dans les langages de programmation, c'est pour ça qu'on a des normes et tout ça. Fait que le code, c'est vraiment tout ce qui est derrière puis qui fait qu'on est capable d'avoir une application utilisable par monsieur, madame, tout le monde. Et tu parles de justement codage, programmation, tout ce que tu as considéré comme focalisé, tu sais, un peu. Tu as une autre partie de ta journée qui est vraiment plus mouvementée, tout autant stimulante, mais peut-être d'une autre façon, si je peux bien résumer tes mots. Je me demande, une journée typique, une semaine typique dans ton emploi comme développeur, tu sais, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est assez structuré ou ça change toujours chaque semaine du tout au tout? Ça ressemble à quoi une journée, une semaine typique? Dans mon cas, ça change toujours, puis ça va vraiment dépendre aussi des projets. Fait que, tu sais, ma semaine typique cette semaine n'est pas la même que la même semaine l'année dernière parce que j'étais sur un autre projet, par exemple. Là. Je peux même vous montrer aussi, j'avais quelques photos du bureau, mais c'est sûr que Wow. moi, je suis plus souvent en télétravail. Donc, souvent, je vais être à la maison, mais à peu près 2 fois semaine, je vais au bureau parce qu'on a vraiment des beaux environnements. C'est le fun de voir les gens, c'est le fun de travailler avec tout le monde. Euh, Puis c'est que le matin, on va commencer avec souvent une rencontre de quinzaine de minutes pour se dire c'est quoi nos tâches de la journée? Est-ce qu'on a des choses qu'il faut régler en priorité aujourd'hui? Est-ce qu'on est tout le monde seté sur quelque chose qu'on veut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on a un but pour aujourd'hui? Et là, on a une petite discussion, parfait, go, c'est parti. Puis là, selon les journées, il y a certaines journées où on va avoir ce qu'on va appeler des cérémonies. Fait que des cérémonies, c'est plus des rencontres qui reviennent. Ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Puis le but, c'est de tout le temps dans l'amélioration continue. Fait que ça peut être autant le côté humain de dire, hey, dans l'équipe à l'autre rencontre, j'ai moins aimé telle affaire, puis on prend le temps d'en parler, ou ça peut être très technique de dire, on a telle technologie à regarder, bon, ben, on s'assoit ensemble, on lit la documentation, on regarde comment ça fonctionne, on essaie de l'implémenter. Fait qu'on va avoir toutes sortes de rencontres très collaboratives, autant sur le côté humain ou technique, ou encore, je vais avoir des journées qui sont, comme je disais, très focus, que dès qu'on termine la rencontre de 15 minutes, je vais être vraiment, je me mets ma musique, puis je me passe sur mes tâches, puis là, je vais livrer mon code. C'est sûr qu'on reste toujours, tu sais, je dis beaucoup le mot collaboration, mais c'est vraiment ça, dans le sens où même tout le code que je produis, j'ai des collègues qui vont aller le revoir. Fait qu'ils vont lire mon code, s'assurer que ça fait du sens, me poser des questions avant que ce soit officiellement livré. Il Fait y a qu'on beaucoup de travaille travail vraiment en d'équipe, ça équipe. veut dire. Il y a beaucoup de travail d'équipe dans ton emploi. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis autant travail d'équipe entre les développeurs que travail d'équipe avec d'autres sphères. Fait que, tu sais, on parlait tantôt le côté client, ben, tu sais, faut que je sois capable de parler à la personne qui parle au client ou que je sois capable de parler des fois directement au client. Le côté priorisation, vision d'ensemble, le côté humain de comprendre, ah, voici le budget qu'on a, c'est quoi qui vaut la peine qu'on livre pendant ce temps-là et tout ça. Fait que oui, c'est une grosse, grosse partie de collaboration et de travail d'équipe. Et toi, ça fait à peu près 5-6 ans là, quand même que tu es dans cet emploi, ce domaine-là là, comme développeuse en logiciel. Moi, je dis toujours que les chemins mènent tous à Rome. Je ne sais pas, toi, est-ce que ça a été un chemin très clair? Tu t'es rendu compte que finalement, les technologies, c'était fait pour toi? Tu sais, ton parcours ressemble à quoi, toi? Très, très pas très droit. En fait, comme je disais, au secondaire, je me mettais beaucoup de pression. J'ai fini en sciences nature parce que c'était ce qui était normal pour moi sur mon parcours. Je voulais aller dans le pré-universitaire. J'ai pas aimé ça du tout. J'ai coulé plein de cours. Je remettais pas mes travaux. J'avais aucune motivation. J'arrivais pas à trouver pourquoi je faisais ça un peu. J'ai finalement fini mon DEC en sciences humaines, mais sans trop savoir. Puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais aller à l'université, mais je sais pas où. J'ai pris tous les bacs un par un. Puis dans ce temps-là, je faisais de la vente de cellulaire chez Kudo Mobile. Puis j'aimais beaucoup le côté comprendre comment ça marche. Quand on avait des problèmes techniques, j'étais très, très persévérante. Fait que j'avais jamais touché à l'informatique, j'avais jamais codé, j'avais jamais... Mais le comment ça marche m'intéressait. Puis j'ai vu un bac en informatique et gestion. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller là-dedans, comme ça, je vais pouvoir gérer dans le domaine de l'informatique. Puis vu qu'il y a de l'informatique partout, je suis pas obligée de choisir tout de suite. Fait que je choisis après. Fait que je suis allée là-dedans un peu naïvement. Mais quand j'ai fait mon premier cours de programmation, moi, j'avais aucune idée de ce que ça mangeait en univers. Je savais même pas que ça existait vraiment de la programmation, comme c'est, c'est vraiment flou quand t'es pas là-dedans. Puis le premier jour où j'ai
coder un jeu de dés, puis que j'ai pesé sur mon piton vert, puis que ça marchait, le feeling en dedans, je me suis dit, je peux pas croire qu'il y a du monde qui sont payés pour ça. C'est pour ça que Ça, je disais, je suis payée à faire des casse-têtes, là. C'était, c'est le moment, j'imagine, où tu as réalisé, OK, je me sens sur mon X, je suis à ma ouais, place. C'était justement, c'est un cas de jeu de dés, c'est quoi exactement? exactement. Ben, en fait, c'est mon premier cours de programmation à l'université. Puis dans le cadre du premier cours, ils nous font faire un jeu dans le langage Python. Fait que c'est vraiment, ils nous montrent, on part de zéro. Fait qu'ils nous montrent, puis là, tranquillement, puis au fil de la session, on fait, tu sais, la première partie, on fait juste afficher des dés. La deuxième partie, on fait juste sortir des chiffres. Puis là, au final, ça donne un jeu de dés qui est un jeu connu, mais que je me rappelle plus le nom, là, de... Mais quand même, Puis, c'est intéressant de voir que tu vas du point A au point, pas B, mais Z carrément, puis tu te dis, ah mon Dieu, je suis capable de faire ça. Mais on voit que tu es passionné puis tu es, fier aussi de ton travail. Moi, je me demandais, par curiosité, qu'est-ce que tu trouves exactement de plus valorisant dans ton emploi? Tu sais, ce qui te fait dire, j'ai hâte à demain de revenir au boulot, j'ai hâte de remettre mes écouteurs, d'être focalisé, j'ai hâte de faire cette autre partie de mon boulot, de continuer à développer des logiciels. Tu sais, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant, enrichissant pour toi personnellement dans ta job? moi, de mon côté, c'est vraiment de voir un produit fini. Fait que, tu sais, j'ai eu l'occasion de participer à différents projets qui sont sur le marché grand public. Donc, tu sais, par exemple, j'ai mon père qui se commande du poulet sur l'application BI. Ben, je fais, ah, c'est moi qui l'ai fait. Ce bouton-là, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, c'est vraiment cool de voir ce que tu construis, puis tu le pars de zéro, puis de ligne de code sur un fond noir puis que ça devient un produit utilisable puis qui permet aux gens, tu sais, on est aussi, Nexap, on est aussi dans le milieu médical, là, fait que, tu sais, ça permet aux gens littéralement de survivre dans certaines circonstances. C'est vraiment fou de voir le produit fini puis de partir de l'idée dans la tête d'un client qui a l'air tellement floue et grande puis que ça donne quelque chose de concret qui aide au quotidien, là. Moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus de ma job. Et plus encore, toi, c'est quoi le projet sur lequel tu travailles ou tu as travaillé qui t'a rendu personnellement, toi, le plus fier, la plus fière? C'est quoi le projet qui, tu te rappelles, tu te dis, en particulier celui-ci, j'avoue que non seulement j'ai eu du plaisir, mais j'ai tripé carrément. C'est dur à dire parce que sur chaque projet, il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment des sphères différentes. Donc, il y a les sphères très techniques. Fait que sur des projets, côté confidentialité, je sais pas ce que j'ai le droit de dire sur les clients que j'ai travaillé ou non, mais tu sais, il y a des projets en termes de complexité technique, puis d'aller chercher des technos, puis de vraiment faire marcher ça ensemble, puis que c'est des algorithmes complexes, puis ça, c'est gratifiant, puis tu sais, ça, quand tu réussis ce feeling-là, ça se retrouve pas ailleurs. Mais comme je disais, au même type que des clients beaucoup plus petits qui connaissent rien du tout à la technologie puis qui viennent nous voir pour qu'on les aide, ben ça, c'est le sentiment de satisfaction comme d'avoir aidé quelqu'un puis d'avoir vulgarisé le côté technique à quelqu'un qui n'a pas de connaissance de ça puis de mener son projet à terme. Fait que les clients avec J'ai lesquels tu travailles sont assez variés aussi. Tu as des grosses boîtes qui vraiment, connaissent ça, mais tu as une petite entreprise aussi, PME, qui dit, moi, j'aimerais ça être plus avancé niveau tech. Tu sais, donc, tu t'ennuies jamais, finalement, il y a une belle variété aussi. Et je me demande, cette variété-ci, à quel point tu trouves qu'elle est représentée au niveau des employés? Je veux dire, toi, tu es une femme. Moi, quand j'entends, bon, logiciel, technologie, moi, c'est tellement loin de mon domaine. Je me demande, est-ce qu'il y a plus d'hommes? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes? Tu sais, puis je ne parle pas de statistiques ou de faits. Je parle, selon toi, tu sais, ce que tu vois autour de toi, est-ce que c'est une parité quand même moitié-moitié ou il y a plus d'hommes que de femmes? C'est comment? pas du tout moitié-moitié, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Même chez Nexap, on est très, très, très chanceux. Je pense qu'on a une dizaine de développeuses sur 70 développeurs, là. Puis c'est vraiment très, très rare. Tu sais, dans les entreprises où j'étais avant, j'étais souvent seule de développeuse avec des équipes à prédominance masculine. Fait que c'est vraiment beaucoup plus masculin. Puis pour moi, c'est un peu un non-sens. Puis c'est un peu pour ça aussi que c'est important pour moi de venir en parler puis de venir démystifier ça parce que l'image qu'on se fait du développement peut être vraie pour certains. Fait que, tu sais, des gens qui travaillent dans le R&D, qui travaillent dans des algorithmes de calcul très complexes, il y en a dans certains endroits, puis ces gens-là ont besoin d'être très analytiques, très focus, parfois plus introvertis. Puis c'est vrai qu'il y a des personnalités typiquement comme ça, mais tu as le domaine de la technologie qui est plus
grand public, un peu ce que nous, on va faire, application web ou ces choses-là, que si on veut que ce soit bien conçu pour tout le monde, il faut qu'il y ait toutes sortes de personnes qui les conçoivent parce que sinon, on n'arrivera pas. Puis le côté, tu sais, quand je disais de faire le pont un peu entre le côté très affaire, d'avoir une vision d'ensemble, personnellement, je trouve que c'est un trait qui est très féminin. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent l'avoir aussi, mais souvent c'est très féminin, puis on en manque. Dans les projets, c'est vraiment ça qu'on a besoin. Fait que c'est un peu pour ça que moi j'essaie de, de parler puis de montrer que c'est un domaine qui est vraiment le fun parce que moi-même au secondaire, je trouvais ça plate, puis ça avait l'air d'être quelqu'un tout seul qui se parle pas à personne. Fait qu'en ce moment, c'est pratiquement beaucoup plus d'hommes, mais j'ose espérer que dans les prochaines années, ça va être un peu plus parce que ça devrait être plus parce que je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts selon si tu fais du travail pour le service, fait comme moi, pour toutes sortes de clients, si tu es dans le produit, fait que là, tu travailles vraiment juste pour un produit bien défini, si tu travailles au public, au privé, tu sais, il y a vraiment toutes sortes de sphères aussi dans lesquelles tu peux travailler. Puis tu disais qu'au secondaire, tu avais moins d'idées c'était quoi, puis tu avais ces, je vais pas dire ces préjugés-là parce qu'on les avait tous, moi j'ai l'impression, moi aussi. Même encore aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question. J'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, puis il faudrait que ça change, au moins qu'il y ait plus de femmes aussi. Puis justement, les jeunes filles, les femmes qui nous écoutent présentement, qui nous regardent, ben, ils voient, puis ils disent, mon Dieu, c'est un exemple, on peut aller là-dedans, puis on a notre place aussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous avez des questions pour Amélie, qui est développeuse en logiciel, allez-y, il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, vous écrivez en commentaire et je lui fais le relais. On a parlé beaucoup de ce que ça prend aussi, une espèce de flair pour être concentré, pour être structuré. Faut aimer aussi la technologie. Ça sonne premier degré, mais c'est quand même, c'est vrai, je pense. C'est quoi les autres qualités que tu dirais qu'il faut pas nécessairement avoir, mais qu'il faut essayer de développer pour travailler dans le domaine de la technologie, être développeur, développeuse, par exemple? C'est quelle qualité tu conseillerais de peaufiner? Je pense que la qualité numéro un qui aide vraiment au travail quotidien, c'est la communication. Fait que ce soit communication écrite, communication verbale. Moi, je me suis créé beaucoup de mécanismes. Tu sais, par exemple, si je parle de concepts très techniques avec quelqu'un, moi, je suis très visuelle. Donc, souvent, je vais faire, hey, je peux-tu le dessiner? On peut-tu en parler? Fait que, tu sais, de développer ça parce que parler sans se comprendre, ça arrive trop souvent. Puis c'est ça qui va mener à des échecs souvent de logiciels quand on se comprend pas. Fait que pour moi, le numéro un, c'est la communication. Puis sinon, le numéro deux, c'est le système D, là, le fameux, la débrouillardise. Fait que on se retrouve souvent dans des contextes où on a l'impression de rien savoir. Puis moi, je le dis souvent, quand il y a une affaire que je sais pas, j'ai l'impression que je sais rien. Puis ça a été quelque chose que j'ai beaucoup travaillé au fil des années, mais qui est encore difficile de un peu respirer puis faire juste un pas. Pas obligé de tout faire, pas obligé, mais comme d'essayer d'avancer, de se débrouiller avec le fameux Google, de trouver des solutions, d'essayer, faire de l'essai-erreur. Fait que le système D puis l'autonomie, c'est quelque chose qui est très important aussi pour être développeur. Est-ce qu'on a encore des préjugés aussi? Parce qu'on en parlait un peu des mythes, tu sais, bon, le préjugé d'être seul dans son coin, on parle à personne en technologie, on a des lunettes carrées, grosses, épaisses, noires, tu sais, mais est-ce qu'on a d'autres stéréotypes ou est-ce qu'on te parle de ton métier puis tu dois parfois un peu déconstruire certaines choses? Tu sais, c'est quoi les autres mythes entourant le domaine des technologies puis ton métier en l'occurrence? Ben, c'est sûr qu'on dit mythe, mais ce qui est plate, c'est que encore dans certaines compagnies, des fois, les gens vont travailler beaucoup en silo. Fait que ça va créer des personnalités un peu plus, ça va attirer des personnalités un peu plus introverties, un peu plus lone wolf, là, loup solitaire, là, qu'on va appeler. Fait que des gens qui travaillent vraiment seuls puis qui ont de la misère avec la collaboration. Fait qu'il y en a. Fait que je pense que ça, c'est un enjeu, c'est que les gens vont mettre toutes les entreprises de techno dans le même panier quand c'est tellement différent selon l'environnement. Euh, Juste le fait que je sois une femme, que j'aime, tu sais, j'ai organisé beaucoup d'événements sociaux dans toutes sortes de contextes, j'aime parler en public, ces choses-là. Souvent, je suis perçue comme la personne des RH qui est dans l'entreprise ou des choses comme ça. Puis encore là, tu sais, je le prends pas comme un pas compliment, mais souvent c'est non, non, je suis capable de m'habiller chic, puis de quand même être capable de parler technique. Puis, tu sais, personnellement, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée chercher mon bac en ingénierie, pour éventuellement avoir une signature d'ingénieur, pour aller chercher une espèce de notoriété qu'il faut que j'aille chercher autrement sinon, parce que c'est pas tout le temps évident.
Exactement. C'est une expertise de plus en même temps. C'est une corde de plus à ton arc finalement. Puis je pense que les jeunes qui nous regardent, c'est toujours un bon conseil à donner d'être polyvalent, polyvalent. Toi, les autres conseils que tu donnerais aux jeunes qui nous regardent, qui veulent soit un, avoir ton emploi, c'est-à-dire être développeur, développeuse, mais juste travailler dans la techno, point, la technologie, c'est quoi les conseils que tu donnes aux jeunes qui nous regardent en ce moment? Ben, moi, je dirais le premier conseil au cégep de pas trop se casser la tête avec le pré-universitaire. Moi, je me faisais beaucoup dire, si tu vas à l'université, c'est le pré-universitaire de 2 ans, perds pas un an de plus. Personnellement, si c'était à faire, je pense que je serais allée en technique. Mon cégep m'a pris 5 ans parce que j'avais aucune motivation. Fait que, tu sais, posez pas trop de questions trop loin. Essayez de trouver quelque chose qui vous motive à court terme puis que vous allez être capable de finir votre formation. Mais en même temps, l'université, plus, moi, ça a été tellement formateur pour plein d'affaires. Je me suis beaucoup, beaucoup impliquée. Fait que, tu sais, dès le début, si vous vous rendez à l'université, impliquez-vous. Puis j'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres. C'est là que j'ai créé mon réseau de contacts. C'est comme ça. Tu sais, j'ai jamais vraiment envoyé des CV pour mon travail. J'ai connu des gens et tout ça. Fait que c'est vraiment précieux de créer un réseau de contacts. Puis sinon, c'est de se trouver une job très tôt, tu sais, dans votre parcours, dès que vous avez un peu d'expérience, même si vous sentez que vous savez rien, même en sortant, vous allez sentir que vous savez rien. Fait que lancez-vous, puis sur le marché, on apprend tellement. Moi, dès ma première année de bac, je suis allée me chercher justement un stage, un emploi temps partiel et tout ça, puis c'est vraiment là que j'ai appris le plus sur le marché professionnel, là. Euh, Fait que de pas hésiter, puis il manque tellement de monde partout en techno, là. Attendez pas qu'il y ait des affiches de poste ou quoi. Allez voir, cognez à la porte, parlez aux gens, puis Le taux vous de allez placement trouver. est bon finalement. Euh, Ça doit être 300%, 400%. Tu sais, c'est comme, honnêtement, c'est tellement à notre avantage parce qu'on se retrouve avec des beaux bureaux, des bonnes conditions, tout ça. Fait que vous êtes, vous êtes l'or sur ce marché, là. Puis tu as parlé aussi que tu en as appris beaucoup plus sur le marché, sur toi aussi, mais je suis curieux parce que je vois le temps qui file. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions pour Amélie, allez-y, là, c'est encore le temps. Mais qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi en tant que personne, en tant qu'employé? J'ai appris à lâcher prise, puis à que c'est pas parce que c'est pas fait comme moi je l'aurais fait que c'est mal fait. Ça a l'air petit dit comme ça, mais tu sais, en organisant des événements puis en demandant aux gens de faire ça ou ça, c'est pas décoré comme tu l'aurais fait, c'est pas si. Puis au début, je voulais tout contrôler, tout faire. Puis quand tu arrives sur le marché du travail, tu te rends compte que c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas tout faire, tu as besoin de tes collègues, tu as besoin de t'appuyer sur des gens. Puis sur le long terme, c'est bénéfique. Au début, c'est difficile. C'est pas le fun en dedans que ce soit pas fait comme tu le veux. Puis au final, tu finis, tu apprends des autres, tu collabores avec les autres, puis tu vas encore plus loin parce que tu as eu l'aide des autres. Fait que moi, ça a été vraiment un gros apprentissage que j'ai fait à l'université puis que j'applique sur le marché du travail souvent. C'est comme ça qu'on apprend justement, tu sais, si on est seul à faire nos méthodes, nos choses, notre processus finalement, ben, on n'apprend pas. C'est déjà des choses qui sont acquises ou qu'on a appris auparavant. Puis je trouve qu'on en a appris beaucoup aujourd'hui avec toi, Amélie. Amélie Boudreau, qui est développeuse logicielle. À quel endroit? C'est quoi le nom de l'entreprise? Nexa, Nexapp. Nexap. Puis Amélie, écoute, il reste quelques secondes, donc je vais juste en profiter pour dire un gros merci à toi vraiment. S'il y en a qui veulent des informations supplémentaires, ben, j'imagine on peut aller sur le site réseaux sociaux de Nexap. Il y a des informations aussi sur les réseaux et le site web de Jeunes Explos concernant les stages. Il y a plein d'infos également. Comme Amélie, tu l'as dit, il faut poser des questions, il faut aller de l'avant, puis faut bouger le plus tôt possible. Puis il reste quelques secondes. Amélie Boudreau, développeuse logicielle, je te laisserai juste le mot de la fin pour clore le webinaire aujourd'hui. Ça peut être un conseil de plus, ça peut être n'importe quoi qui te passe à l'esprit. Je te laisserai le petit mot de la fin. Mais n'hésitez pas à vous tromper puis à essayer. C'est comme ça qu'on se trouve. Puis aujourd'hui, je me rends compte que mon parcours atypique fait de moi la professionnelle que je suis puis a vraiment forgé mon expérience. Fait que lancez-vous puis faites juste vous trouver quelque chose qui vous motive. Merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir.